Selon Jung, lorsqu'une personne ne se connaît pas, elle est influencée par les autres et perd son centre intérieur. Cela entraîne une sorte de perte psychique. Dans cette vidéo, nous aborderons l'importance de fixer des limites dans La vie selon Carl Jung. 1. Que sont les limites? Pour préserver son intégrité spirituelle, une personne doit d'abord définir sa relation à elle-même. Cette définition inclut non seulement qui elle est, mais aussi qui elle n'est pas. Ce point de séparation est le point de départ des limites. Les limites psychologiques sont des lignes invisibles, mais extrêmement déterminantes, qui aident un individu à comprendre où commencent et où finissent ses pensées, ses sentiments et ses besoins. Ces lignes sont comme une boussole qui détermine notre direction dans nos relations avec les autres. Elles nous permettent de survivre sans brouiller notre identité et sans être influencés par les autres. Les limites ne sont pas seulement une ligne de défense contre le monde extérieur, mais aussi une structure fondamentale dans la construction de l'ordre intérieur. Grâce à cette structure, l'individu protège son propre moi, détermine ce à quoi il s'ouvre et ce qu'il rejette, et façonne sa vie selon ses propres valeurs, et non selon les exigences d'autrui. Fixer des limites, plutôt que d'isoler une personne, clarifie sa propre identité, car c'est seulement en définissant son propre espace qu'une personne peut établir une interaction saine avec le monde extérieur. Comme Carl Jung l'a toujours souligné, le processus d'individuation, c'est-à-dire le cheminement vers l'identité, est impossible sans limites claires. Les limites ne sont pas seulement un choix personnel, elles sont un indicateur d'un niveau de conscience, d'une conscience intérieure nécessaire au maintien de l'équilibre spirituel. La porte vers le véritable soi ne passe pas par les désirs des autres, mais par notre propre carte intérieure. Et les lignes les plus importantes de cette carte sont tracées par ces limites invisibles, mais efficaces. 2. Le lien entre identité et frontières. L'identité d'une personne ne se résume pas à son nom, sa profession ou son rôle social. C'est une structure interne façonnée par ses croyances, ses valeurs, ses acceptations et ses rejets profonds. Cette structure est le fruit d'un processus de découverte et de construction permanent. Pour se forger une identité, l'individu doit d'abord se définir un espace personnel. Cet espace est déterminé par des frontières. Une personne incapable de distinguer où commencent ses propres pensées et où s'arrêtent les influences des autres ne peut pas vraiment savoir qui elle est. Cet état d'incapacité à distinguer est comparable à un miroir flou. La personne veut se voir, mais son reflet est mitigé. Le concept de persona de Carl Jung entre alors en jeu lorsque les masques sociaux que nous portons en société commencent à remplacer notre véritable moi. Nos frontières s'effacent et notre identité se superpose aux attentes des autres. Dans ce cas, l'individu s'éloigne de son moi authentique, sacrifie ses propres valeurs pour gagner l'approbation des autres. Ainsi, leur boussole intérieure est perturbée et leur sens de l'orientation est perdu. Pourtant, poser des limites est le courage d'un individu de dire « je suis ceci et non cela ». Ce courage crée un fondement spirituel et protège la personne des influences extérieures. Une identité sans limite est comme une feuille qui change de direction au moindre vent. Elle est emportée sans savoir où elle va. Ce que Jung appelle le processus d'individuation, c'est la confrontation de la personne avec ses propres ombres, la rupture avec les schémas extérieurs et l'écoute de la voix intérieure. Ce voyage commence par la définition de limites. Les limites ne protègent pas seulement l'identité, elles la révèlent, la clarifient et la renforcent également. Car l'identité ne naît pas du reflet des autres, mais de notre propre vérité intérieure. Et cette vérité ne peut se manifester que dans un champ de conscience entouré de limites. 3. Vivre sous l'influence des autres. Vivre sous l'influence des autres peut sembler un trait de personnalité harmonieux à première vue. S'intégrer à son environnement, éviter les conflits, être accepté. Toutes ces qualités font partie des tendances naturelles d'un être social. Cependant, lorsque cette tendance dépasse ses limites, elle se transforme en un schéma qui perturbe la perception qu'on a de soi. Un individu incapable de déterminer ses limites commence par se taire. Plus tard, ses pensées, ses sentiments et même ses désirs sont déterminés par les attitudes et les attentes des autres. Au lieu de prendre ses propres décisions, il agit selon des directives extérieures. Cette situation fait perdre à l'individu sa boussole intérieure, car ce n'est plus lui,
mais son environnement qui détermine la direction. Du point de vue de Jung, ce mode de vie constitue un obstacle majeur au processus d'individualisation. On ne se développe qu'en prenant ses propres décisions et en assumant leurs conséquences. Un esprit constamment sous l'influence des autres ne peut tracer sa propre voie. Il se perd dans les cartes des autres. Dans ce type de vie, la personne s'éloigne de son authenticité. Le non intérieur se reflète comme un oui extérieur. L'inquiétude intérieure est masquée par une satisfaction extérieure. Ainsi, l'individu commence à s'éroder pour ne pas perdre l'amour et l'approbation des autres. À chaque fois, il se retire un peu plus, devenant un peu plus flou. Résultat, qui il est, en quoi il croit et ce dont il a besoin s'estompe. Le concept de ombre de Jung entre ici en jeu. Des émotions refoulées et des fragments d'identité, renforcés par le refoulement, commencent un jour à s'échapper. Une vie façonnée par l'influence d'autrui, bien qu'elle puisse paraître ordonnée et harmonieuse. De l'extérieur, crée un profond sentiment d'aliénation et de vide intérieur. Cette aliénation commence lorsque l'individu perd contact avec son propre monde intérieur. Il n'est alors qu'un figurant dans l'histoire des autres et un étranger dans sa propre vie. Pourtant, on ne peut créer sa propre vie qu'en entendant la voix intérieure. La façon d'y parvenir est de pouvoir mettre une distance saine entre soi et les influences extérieures, c'est-à-dire de tracer des limites psychologiques. 4. Désintégration spirituelle. La désintégration spirituelle est la manifestation la plus profonde et la plus silencieuse de la désintégration intérieure qui survient lorsqu'une personne s'éloigne de son propre centre. Cette situation ne se développe pas d'un coup, mais progressivement. Lorsqu'une personne ne parvient pas à tracer une ligne claire concernant sa propre existence, les effets du monde extérieur s'infiltrent en elle, ses pensées se brouillent, ses émotions deviennent sans direction et ses décisions cessent de lui appartenir. La personne ne vit plus selon sa propre réalité intérieure, mais dans le chaos du monde extérieur. Dans la théorie de l'individuation de Jung, cette situation est définie comme un processus d'effondrement intérieur inévitable lorsque l'on ne confronte pas l'ombre et que l'on ne explore pas les profondeurs de soi. La désintégration spirituelle n'est pas une crise. Au contraire, c'est un vide créé par la répression prolongée de la crise. Ce vide naît de l'incapacité de la personne à établir un contact avec sa propre essence. Ni ce que l'on ressent n'est connu, ni on ne peut être honnête avec ce que l'on ressent. Tout est vécu comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. À ce stade, l'individu perd complètement sa voix intérieure. Des limites sont alors nécessaires, non seulement contre l'extérieur, mais aussi pour protéger son intégrité intérieure. L'âme a également besoin d'un système de limites, car lorsque chaque sentiment, chaque pensée, chaque influence extérieure circule librement en soi, l'ordre intérieur est rompu. Identité, orientation, valeurs, tout change de place. Cette désorganisation entraîne une désorganisation non seulement mentale, mais aussi existentielle. Lorsqu'une personne se réveille un matin, elle ne se reconnaît plus. Son monde intérieur perd tout sens de continuité. Elle ne parvient ni à tracer une ligne cohérente avec son passé, ni à définir une direction claire pour l'avenir. Selon la psychologie de Jung, cette situation signifie que le lien que l'individu doit établir avec son véritable moi est rompu. Sans ce lien, la vie devient un processus mécanique composé uniquement d'habitudes répétitives. Un profond sentiment d'absurdité est souvent le signe le plus évident de cette désintégration spirituelle. Une personne semble tout faire, mais elle n'est véritablement présente à rien. Pour prévenir ou réparer cette désintégration, l'individu doit redéfinir ses propres limites intérieures. Il doit être capable de se sentir à nouveau lui-même et de s'approprier ce qui lui appartient. Ce processus part de l'intérieur et non de l'extérieur. Poser des limites face aux influences extérieures n'est pas seulement un réflexe défensif, mais aussi une expression de regroupement de soi. Pour reprendre l'approche de Jung, si une personne souhaite s'intégrer spirituellement, elle doit d'abord prendre conscience de ses parties, puis les rassembler en son propre centre. Sinon, aussi brillants que soient les succès extérieurs ou les rôles sociaux, la désorganisation intérieure finira inévitablement par rendre la vie de l'individu inefficace. Une vie véritable n'est possible qu'avec intégrité, et cette intégrité naît lorsque les limites deviennent claires. 5. Le prix de l'incapacité à dire non. Bien que le mot « non » puisse paraître court, simple et clair,
Il devient l'une des expressions les plus difficiles à prononcer, surtout pour une personne qui peine à définir ses limites. Selon la conception jungienne de l'intégrité intérieure, pour rester fidèle à son essence, il faut d'abord être capable de résister aux exigences extérieures qui violent, rongent et déforment sa trajectoire. Cependant, beaucoup pensent qu'en disant « non », ils perdront un amour, détruiront une relation ou seront catalogués comme quelqu'un qui fuit ses responsabilités. C'est pourquoi l'habitude de dire « oui » devient un réflexe. Avec le temps, ce réflexe nuit à la loyauté envers soi-même, car chaque « oui » prononcé est parfois le déni d'un « non » sincère. Une personne qui met constamment ses désirs, ses besoins et ses sentiments au second plan est influencée par les attentes des autres et s'éloigne de sa propre réalité. Cet éloignement engendre une profonde fatigue et un épuisement intérieur. Ne pas pouvoir dire non n'est pas seulement une perte de temps et d'énergie, c'est l'érosion de soi, parce que la personne donne un peu plus d'elle-même à chaque demande qu'elle ne peut refuser. Cet état de don constant déclenche un sentiment de vide intérieur au-delà d'un certain point. La personne cesse d'être le sujet de sa propre vie et devient passive. Elle devient incapable de savoir ce qu'elle veut, car elle ne s'est pas donné le droit de dire ce qu'elle ne veut pas. Aux yeux de Jung, cette situation constitue un bouleversement de l'intégrité spirituelle. Lorsque l'individu ne peut pas fixer de limites pour se protéger, il perd également avec le temps la réponse à la question « Qui suis-je » car celui qui ne peut pas dire non ne peut pas exprimer ses propres valeurs. Or, les valeurs sont le fondement existentiel d'un individu. Lorsque ce fondement est ébranlé, l'individu ne peut plus ressentir psychologiquement sa propre existence, même s'il est socialement accepté. Un conflit intérieur surgit. Alors qu'il est approuvé par le monde extérieur, il se rejette, lui-même dans son monde intérieur. Dire non n'est pas seulement un acte de rejet, mais aussi une déclaration de respect de soi. La personne se dit « mes besoins, mes sentiments et mes limites sont tout aussi importants que ceux des autres ». Cette prise de conscience est la clé du maintien de l'équilibre spirituel. Conformément au processus d'individuation de Jung, dire non revient à prendre en main son propre chemin. Ce courage protège l'identité de l'individu et lui permet de construire une vie en accord avec ses valeurs profondes. Autrement, une vie constamment vécue selon les priorités des autres mènera à une existence superficielle et épuisante, éloignée de l'essence de l'individu. C'est une perte qui a un prix profond, ne pas pouvoir être soi-même. 6. Retourner à son propre centre. Tout au long de sa vie, une personne est ballottée par de nombreux facteurs, attentes et orientations externes. Cependant, la véritable transformation commence à ce moment silencieux et profond où l'on peut se revenir à son propre centre. Ce centre est le point que Jung définissait comme le soi dans la structure psychologique, la source de l'équilibre spirituel, du sens et de l'intégrité de l'individu. Retourner à son propre centre nécessite un processus d'abandon des pratiques superficielles et de profonde introspection. Ce processus n'est pas une fuite, mais plutôt une confrontation courageuse, car en approchant de son centre, on retrouve ses peurs refoulées, ses traumatismes passés, ses déceptions et surtout ses aspirations. On se retrouve face à face avec son véritable moi, au-delà de l'identité qu'on a forgée pendant des années pour la vie des autres. Cette rencontre n'est pas toujours paisible, mais la guérison de l'âme n'est possible qu'à partir de ce moment. Une personne qui revient à son propre centre ne trouve plus sa voie dans l'approbation extérieure, mais dans la vérité intérieure. Elle commence à comprendre pourquoi elle agit ainsi et ce qu'elle fait. Ils deviennent des personnes intègres, dont la vie s'exprime par leur propre voix et trouve sa direction par leurs propres décisions. Retrouver son propre centre nécessite souvent de traverser la foule et d'atteindre la solitude. Car dans le silence, on prend conscience de la voix qui nous porte réellement. Lorsque le bruit du monde extérieur s'atténue, les murmures du monde intérieur s'élèvent. Ces murmures sont composés d'émotions refoulées, de désirs différés et de vérités négligées. À ce stade, une personne commence à construire une identité à partir de ses propres expériences et non des définitions d'autrui. Le processus d'individuation de Jung s'approfondit ici. La personne est prête à se défaire des schémas extérieurs et à accepter sa propre essence. Elle n'est plus guidée par les cartes dessinées par les autres,
mais par sa propre boussole intérieure. Ce retour est non seulement une guérison mentale, mais aussi existentielle. Lorsqu'une personne est centrée, elle ne s'éloigne pas. Elle peut y revenir à chaque tempête. Ce centre guide la prise de décision, l'établissement de relations et les moments critiques de la vie. Sinon, elle devient comme une feuille qui dérive d'un endroit à un autre. Ils sont emportés par chaque vent, mais ne prennent jamais racine. Par conséquent, revenir à son propre centre implique de reconstruire des frontières spirituelles. Les principes fermement défendus dans le monde intérieur sont aussi importants que les frontières tracées contre le monde extérieur. Ce n'est qu'en quittant son propre centre qu'une personne apprend à dire non, prend ses distances avec les relations qui la consument et peut défendre courageusement les valeurs qui guident sa vie. L'individu qui revient à son centre n'est plus seulement un organisme vivant, mais un être conscient. Chaque mouvement est porteur d'une prise de conscience. Chaque choix a un sens, et ce sens ouvre la porte à une satisfaction spirituelle, au-delà des satisfactions temporaires du monde extérieur. C'est pourquoi, selon Jung, une personne qui ne parvient pas à trouver son propre centre finit par se perdre. Car celui qui perd sa direction se perd aussi lui-même avec le temps. Cependant, celui qui parvient à revenir à son centre peut reconstruire même ce qu'il a perdu. 7. Responsabilité et liberté. La liberté est un idéal que chacun désire en apparence. Cependant, pour saisir profondément l'équivalent intérieur de ce concept, il est nécessaire de comprendre le poids de la responsabilité qui l'accompagne. Dans la psychologie de Jung, la liberté ne se résume pas à se libérer des chaînes. C'est aussi la maturité nécessaire pour assumer les conséquences de ses propres décisions. Pour être libre, il faut d'abord atteindre un niveau de conscience lui permettant de faire des choix, puis développer un équilibre spirituel capable d'en supporter le poids. Cependant, la liberté est souvent mal comprise dans le monde moderne. Ne pas reconnaître les règles, ne rien respecter ou ne pas assumer les conséquences est considéré comme la liberté. Or, selon Jung, il ne s'agit pas de liberté mais d'un chaos masqué par l'évitement des responsabilités. La véritable liberté réside dans le courage de l'individu d'être honnête avec lui-même, d'assumer ses choix et d'être prêt à en payer le prix. Se fixer des limites est également indissociable de la liberté à ce stade, car se fixer des limites signifie être conscient de ce que l'on ne fera pas autant que de ce que l'on fera. Lorsqu'une personne parvient à protéger son espace spirituel, elle construit non seulement une barricade contre le monde extérieur, mais elle établit également de l'ordre dans son monde intérieur. Une quête de liberté dénuée de responsabilité finit par entraîner l'individu dans une identité fragmentée. Car chaque affirmation « je suis libre » est en réalité l'expression d'un choix, et chaque choix implique potentiellement l'abandon d'une autre possibilité. C'est là que la responsabilité entre en jeu. La personne prend conscience de ses choix et de ses exclusions. Cette prise de conscience lui permet de devenir l'architecte de sa propre vie. Une personne qui façonne sa vie est plus résistante aux impositions des autres. Elle n'est pas influencée par les voies extérieures car elle possède une boussole intérieure. Cette boussole est une conscience guidée par la responsabilité. Le processus d'individuation de Jung vise à ce que l'individu s'affranchisse des autorités extérieures et atteigne sa propre vérité intérieure. Cependant, ce processus est possible non seulement grâce au libre arbitre, mais aussi grâce à un haut niveau de responsabilité. Lorsqu'une personne prend ses propres décisions, elle ne peut plus blâmer aucune autorité extérieure. Être capable d'assumer le poids de ses actes, de ses relations et de ses choix témoigne d'une personnalité mature. Sans cette maturité, fixer des limites ne serait qu'une réaction défensive. Pourtant, des limites façonnées par la responsabilité constituent les fondements de l'indépendance spirituelle. La liberté ne se résume pas au courage d'être seul, c'est le pouvoir de rester fidèle à soi-même, même seul. La responsabilité est le squelette de ce pouvoir. Celui qui ne peut fixer de limites est condamné à suivre le chemin des autres. En revanche, une personne à la fois libre et responsable peut tracer sa propre voie. C'est l'état d'existence le plus conscient. Liberté et responsabilité sont deux éléments spirituels complémentaires. Quiconque aspire à la liberté doit également être prêt à en assumer les conséquences. Cette préparation intérieure permet à l'individu d'être maître de sa vie. Dans la philosophie de Jung,
La véritable liberté ne consiste pas seulement à être indépendant des autres, mais aussi à rester fidèle à ses propres limites et valeurs. Cette loyauté exige une certaine discipline intérieure. Plus une personne est libre, plus elle est responsable envers elle-même. Ce sens des responsabilités maintient l'individu centré spirituellement et le rend résistant à l'influence d'autrui. Ainsi, il suit son propre chemin et en approfondit le sens. Cette profondeur est possible non seulement grâce à des limites, mais aussi grâce à une compréhension consciente et responsable de la liberté. 8. Pour ne pas se perdre. Si l'on se perd dans la vie, ce n'est pas parce qu'on voyage sans carte, mais parce qu'on néglige sa propre boussole intérieure. Selon Carl Jung, on est véritablement perdu que lorsqu'on ne parvient pas à déterminer la bonne direction pour son être véritable. Cette perte n'est pas physique, c'est une désintégration spirituelle, mentale et émotionnelle. Lorsqu'on commence à façonner sa vie en tenant compte de l'opinion des autres, des désirs de la société et des attentes de sa famille, on met progressivement sa propre vérité au second plan. Avec le temps, cela entraîne une perte de repères intérieurs. Oublier qui l'on est conduit à ne plus savoir qui l'on veut être. Par conséquent, pour ne pas se perdre, il faut d'abord apprendre à entendre sa propre voix. Cette voix peut parfois être dérangeante et parfois inhabituelle. Cependant, comme toute réalité, cette voix intérieure devient une force directrice avec le temps. L'une des compétences spirituelles les plus importantes pour ne pas se perdre est la conscience. La conscience ne se limite pas à observer ce qui se passe, mais aussi à essayer de comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Une personne qui se sacrifie constamment dans une relation devrait en chercher la raison, non pas dans des conditions extérieures, mais dans sa propre structure intérieure. Cette prise de conscience est parfois douloureuse, car il est difficile d'affronter des faits ignorés pendant des années. Cependant, cette confrontation ouvre la voie à l'intégrité spirituelle et à la stabilité intérieure. De même qu'on ne peut fixer ses limites sans se connaître soi-même, on ne peut savoir où s'arrêter sans fixer ses limites. Ne pas se perdre, ce n'est pas seulement avancer, c'est aussi s'arrêter, prendre du recul et être capable de se réorienter dans son propre refuge intérieur lorsque nécessaire. La prise de conscience permet de sortir de son pilotage automatique mental et de faire des choix conscients, et cette conscience est l'aiguille la plus fiable de la boussole spirituelle. Un autre élément essentiel est de connaître ses valeurs. Les valeurs sont des racines profondes qui déterminent l'orientation de chacun dans la vie. Poser des limites, c'est, par essence, protéger ses valeurs. Une personne qui vit sans conscience de ses propres valeurs est entraînée par celles des autres. C'est pourquoi la prise de conscience de sa propre valeur est essentielle dans le processus d'individuation de Jung. Une personne commence à mûrir lorsqu'elle sait non pas dans quelle situation dire « oui », mais dans quelle situation dire « non ». Cela n'est possible qu'avec des valeurs. Pour ne pas se perdre, il est important d'énoncer clairement les principes auxquels elle croit, qu'elle défend et selon lesquels elle souhaite vivre. Ces principes peuvent parfois contredire son environnement et même engendrer des conflits. Or, ces conflits sont le prix d'une vie authentique. Une personne qui adopte une attitude authentique plutôt qu'une harmonie feinte trouvera la paix intérieure et établira avec le temps des relations plus solides avec le monde extérieur. Enfin, pour ne pas se perdre, il est essentiel de construire un centre intérieur. Ce centre est un noyau spirituel où l'on peut se réfugier dans les tempêtes, surmonter la solitude et trouver une direction dans les moments d'indécision. La méditation, l'introspection, l'expression créative, le contact avec la nature ou les moments de silence renforcent ce centre. Une personne qui se tient dans son centre ne panique pas face au chaos du monde extérieur, car elle sait qu'il y a en elle ordre, sens et direction. Ne pas se perdre signifie en réalité rester fidèle à ce centre. Dans le chaos de la vie, être capable d'entendre sa propre voix tandis que celle des autres s'élève est une grande maîtrise. Selon Jung, cette maîtrise s'acquiert non seulement par la connaissance, mais aussi par le travail spirituel et le courage intérieur. Par conséquent, ne pas se perdre n'est pas un résultat, c'est une pratique consciente et continue. Et cette pratique est le chemin vers la vérité la plus profonde de la vie, c'est-à-dire son propre soi. Dans cette vidéo, nous avons abordé l'importance de fixer des limites dans la vie selon Carl Jung. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu.
Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.